BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, Eva Jaco, qui clôturera la grande saga Sulitzer aujourd'hui dans son rôle de bibliothécaire. Et puis nous retrouvons tout de suite nos deux critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives économiques. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School et critique attitré, lui, de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Christian Chavagneux, Patronne au XVIIIe siècle. Le livre de Camille Desjardins, c'est aux éditions du Nouveau Monde. Oui, des chefs d'entreprise, femmes, des chefs d'entreprise, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, mais alors on se dit au XVIIIe siècle, encore moins. Détrompez-vous, l'historienne Camille Desjardins qui nous avait déjà donné un magnifique ouvrage très passionnant sur Marguerite Blaikie, il y a quelques Blaquet, on devrait dire, parce qu'elle est française, même si elle a pris en anglais, il y a quelques années, là, fait l'ensemble du panorama du XVIIIe siècle et nous montre que des femmes chefs d'entreprise, en ce siècle-là, très dominées pourtant par les hommes, il y en avait beaucoup. Donc bien sûr, la première chose à faire, c'est comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on peut les retrouver. Et bien pour Marguerite Blaikie, par exemple, c'est les faillites ou la banqueroute, et donc on a le tribunal, les actes notariés qui vont montrer que finalement, il y a beaucoup de maris qui vont autoriser leurs femmes à diriger leur entreprise ou d'autres entreprises. Les veuves, en fait, qui, libérées de la contrainte des maris, vont pouvoir être des femmes d'entreprise assez importantes. Alors, il y aura aussi normalement les jeunes femmes célibataires, mais il y en a moins, nous dit l'autrice. Alors, c'est vrai que le livre, c'est surtout une compilation, un rassemblement d'études qu'on connaît déjà pour la très grande part et pour la majorité, et pour mon sens, à mon sens, la partie la plus intéressante du livre. Bon, on passe en revue, bien évidemment, Marguerite Blaikie, parce que Camille Desjardins, vous avez fait déjà un livre. C'est une femme qui a été mise en banqueroute, pas à juste titre du tout, par son mari qui l'a attaquée. Et donc, elle s'est défendue, elle a mobilisé, était capable de mobiliser tout un réseau professionnel pour l'aider. Et de ce fait, pour arriver à être réhabilitée, elle était emprisonnée, parce qu'à l'époque, la banqueroute, c'est la prison. Donc, elle a pu se réhabiliter. Elle vend des articles de mode anglaise qui font fureur à l'époque, au 18e à Paris. Et elle arrive, et c'est comme ça qu'on connaît l'histoire de cette femme fabuleuse. Alors, bien sûr, il y a Madame de Marez, qui était en gros la directrice générale d'Oberkampf. Oberkampf n'aurait pas duré aussi longtemps s'il n'y avait pas eu cette femme absolument extraordinaire pour tenir les comptes, la finance, les taux de change. En fait, c'est son mari qui avait été embauché, mais il se trouve incompétent et il épouse cette dame parce que c'est une fille de commerçant dont il sait qu'elle sait faire de la comptabilité. Il l'épouse pour ça. C'était quoi Oberkampf, Christian? Ah bah c'était les manufactures de toiles de Jouy, c'était tout le textile à la fin 18e, début 19e. Donc la société n'a pu exister que grâce au travail de Madame de Marez et de son mari, qui se sont d'ailleurs enrichis, et même quand Oberkampf s'est débarrassé du couple. Amélie de Dietrich, qui devient veuve et la société de Dietrich n'existe aujourd'hui que grâce à elle, parce qu'elle a remonté la boîte. Madame Dayange, Rose Bertin, la grande modiste de Marie-Antoinette, bien évidemment. Donc quand on a la reine parmi ses clientes, mais on s'aperçoit, et le livre nous montre bien, en s'appuyant sur les études déjà existantes, qu'elle avait vraiment, elle dirigeait un gros atelier. Voilà, on passe en revue Olive de Lestonnac, je pense qu'il a dû plaire à Jean-Marc, parce que cette grande entrepreneuse, alors c'est un peu avant, bordelaise, qui va construire un peu Château Margaux, en fait, grâce à son père, elle va compléter, mais c'est Claire Lemao qui nous avait déjà renseigné. Bref, Camille Desjardins nous rassemble un peu toutes ces femmes entrepreneuses, elle en rajoute quelques autres un peu moins connues, mais c'est pas grave, même les moins connues, l'ensemble montre que dans cette société très masculine, où a priori les femmes n'ont rien le droit de faire, et surtout pas du business, ces femmes ont toutes, notamment, non seulement bien géré, il y a un ou deux cas où bien sûr le truc s'est planté, parce que ça arrive aussi aux femmes, c'est normal, que ça arrive aussi à elles et pas seulement aux hommes, mais elles ont su trouver leur autonomie, et c'est ça qui est intéressant dans le livre. Jean-Marc Daniel, avez-vous aimé ces patronnes du XVIIIe siècle? 18e siècle, tout de suite, j'étais a priori très favorable. Et je ne cache pas que j'ai été déçu. D'abord, au début, Christian l'a dit, elle explique comment elle a constitué
son panel de femmes. Alors c'est assez fastidieux, c'est long, c'est assez confus. Elle fait des références. Quel est le métier d'historien? Comment elle devient historien? Elle rend hommage à ses maîtres. Bon, on perd beaucoup de temps. Jusqu'à la page 50 pratiquement, on se perd dans ses considérations sur qu'est-ce qu'être historien. Et puis ensuite, alors effectivement, elle parle de... Il y a énormément de coquilles. En plus, en particulier, le couple qui est associé au Bergkamp est annoncé comme avoir été anobli sous Louis XVIII. Alors c'est assez difficile d'avoir été anobli sous Louis XVIII au XVIIIe siècle. Bon. Non, mais alors c'est une coquille. On voit bien. En fait, c'est Louis XIII. Il y a un 5 qui s'est glissé là, mais il y en a beaucoup de ce genre de coquilles. Donc il y a un travail d'édition qui n'est pas au rendez-vous. Et puis alors après, moi, je pensais qu'il y aurait davantage de portraits. La veuve Clicquot, qui est quand même un personnage dont on n'a pas parlé, Christian, mais qui est quand même une personne. Elle a droit à 1 page et demie. C'est parce qu'on la connaît bien déjà. Oui, enfin bon, tout ça et donc ça manque à la fois de cohérence, un peu d'anecdotes, un peu de ce qui... C'est des personnages, c'est des personnalités. Effectivement, elle le dit bien. Pour exister à cette époque-là, il fallait, étant une femme... En plus, la plupart ne sont pas nobles. Parce que il y a des femmes qui ont fait fortune, mais parce qu'elles étaient nobles. Donc elles pouvaient... Bon. Et finalement, je ne veux pas paraître snob et tout ça, mais les extraits les plus intéressants que j'ai trouvés, ce sont les extraits des liaisons dangereuses qu'elle cite 2 ou 3 fois. C'est la marquise de Merteuil, qui est le symbole de la femme émancipée. Et je trouve que ce que disait Laclos sur le statut des femmes est beaucoup plus précis que finalement ce qu'on dégage de ses propres travaux. Et les 2-3 profils qui vous ont quand même séduit? Alors, celui qui m'a séduit, c'est effectivement Madame de Marèze, et puis Madame Bertin, effectivement, qui est un personnage qui la Bordelaise, c'était moins... C'est parce qu'on a moins d'informations sur elle aussi. Pierre Lemahou a fait un travail remarquable, mais on n'a pas beaucoup d'informations. La Bordelaise, on a du mal à cerner exactement ce qu'elle rôle, elle jouait et tout ça. Et bon, déception quand même. Bon, alors on passe à votre choix, Jean-Marc. Bon, vous n'avez pas pris beaucoup de risques, hein, vous, avec... là, on est surprenant, les patrons du XVIIIe siècle. La turbulence dans l'économie mondiale, du solide, du costaud. C'est aux éditions de Bouec et c'est écrit par Laetitia Baldecchi, Juliette Cohen et Bastien Dru. De quoi s'agit-il? Alors c'est un livre très pédagogique, très solide, qui est écrit par 3 économistes de banque, 3 économistes de marché, et que je trouve intéressant parce que ils sont très prudents, ils avancent sur des œufs, ils citent énormément de gens. Oui, vous aviez déjà précisé que c'était des économistes de banque. Oui, donc ils avancent, ils disent voilà, machin a dit ça et ça, et ils essaient d'identifier effectivement, depuis grosso modo 2008-2009, la séquence de turbulences qu'a traversé l'économie mondiale, donc 2008-2009, la crise des dettes publiques en Europe, puis ensuite la Covid, la guerre en Ukraine. Bon. Et ils disent, voilà, quels sont les enjeux qu'il y a maintenant? Donc ils listent ça. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout. Par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle, qui est sur la nocivité des politiques d'austérité. Je m'en doutais. Que Christian allait bondir là-dessus. Bon, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il raconte, mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est fait de façon très pédagogique, très claire, et très humble. C'est-à-dire, ils disent, voilà, machin pense ça, voilà. Et donc, je pense que c'est à la fois très représentatif de ce qu'est le métier d'économiste au contact de la réalité, parce qu'ils sont au contact de la réalité, ils ont des clients, ils exposent à des clients les enjeux, donc ils parlent du vieillissement, du réchauffement climatique, de pénurie de matières premières, de ces enjeux qui sont immédiats, et ils leur apportent aussi bien à leurs clients qu'à nous les réponses que le langage courant, la pensée courante économique apporte. Et donc je trouve ça à la fois utile, humble et tout à fait passionnant. Bon, très bien. Christian Chavagneux. Alors c'est vrai que c'est très bien écrit. Les économistes écrivent pas souvent clairement, et là c'est vraiment le cas. Tout est lisible, tout est compréhensible. Ça c'est vraiment le vrai point fort du livre. Je pense que le livre, en même temps, a le défaut de sa qualité, c'est-à-dire c'est d'autant plus facile de bien écrire que le propos est léger. Et moi, j'ai trouvé que sur les 13 sujets qui étaient traités, le propos est vraiment quand même très léger. Je pense que si vous lisez Alternative économique ou si vous lisez n'importe quel journal économique qui vous plaît, pour l'Écho par exemple, je ne sais pas si vous apprenez grand-chose à la lecture des 13 chapitres. Il y a des fois où c'est vraiment très bizarre. Vous avez un chapitre sur la démondialisation. Est-ce qu'on entre sur la démondialisation ou pas? Et ils font l'erreur classique de tous les économistes de mesurer la mondialisation par le commerce extérieur sur PIB. Imaginez que toutes les multinationales du monde entier reviennent dans leur pays d'origine et se mettent à exporter. Vous auriez une explosion des exportations et pourtant une mondialisation complètement rabougrie. Et il faut attendre 2-3 chapitres plus loin pour avoir un chapitre sur les chaînes de valeur.
Et c'est là qu'est la mondialisation ou pas. Est-ce que les chaînes de valeur se raccourcissent, se régionalisent, se nationalisent ou pas? Et les deux chapitres sont écrits indépendamment les uns des autres. Sur les matériaux critiques, par exemple, sur les fameuses terres rares, qui ne sont pas si rares que ça, parce qu'au fur et à mesure, on en découvre qu'à part une ou deux, il y en a à peu près partout. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Europe, la France, doit redevenir une puissance minière? Est-ce qu'il faut creuser ou pas? La question n'est même pas posée. En fait, le problème du livre, il est dès l'introduction. Il y a eu une hésitation entre est-ce que le système capitaliste actuel reste et va rester le système capitaliste actuel. Il va subir quelques turbulences, un peu de volatilité. Plusieurs auteurs ou autrices disent « Oh, là, sur tel ou tel thème, il y a de la volatilité. » Donc, on s'éloigne de l'équilibre, on revient. Ou bien, est-ce que les transformations, et pour certaines, c'est très sur la démographie, par exemple, c'est très clair que les transformations sont structurelles. Ce n'est pas simplement que ça change un peu par rapport à hier, on change de monde. Et donc, est-ce que les 13 chapitres auraient dû nous dire bah, « Vous inquiétez pas, le système capitaliste actuel ne change pas, ça va peut-être un peu secouer, mais va rester le même », ou bien on est en train de vivre des transformations telles que c'est un nouveau régime capitaliste qui est en train de se mettre en place. Et d'un chapitre à l'autre, on est d'un côté et de l'autre, le choix n'est pas fait, et du coup il manque un fil rouge qui fait que ces 13 dossiers sont traités de manière complètement indépendante, alors que je pense qu'ils auraient mérité une structuration intellectuelle pour aller bien ensemble et nous dire, au fond, le capitalisme change ou pas. Malheureusement, la question n'est même pas posée. Oui, c'était pas l'enjeu du livre. Donc, bah oui, mais si, l'introduction pose cet enjeu. Turbulence ou bien changement structurel. structurel. Quand vous avez écouté les économistes de banque, une fois que vous les avez écoutés, vous savez toujours pas quoi penser. On les adore, les économistes de banque. On les adore, on les adore. Non, c'est vrai qu'ils prennent. Non, on peut quand même. Mais on comprend. Vous l'avez expliqué très bien, Jean-Marc. Ils ont des clients. Ils sont pas. C'est pas des journalistes qui peuvent se permettre. On a une forme d'attente. Et là, le livre répond bien. Il y a une forme de responsabilité qui fait qu'ils ne peuvent pas effectivement prendre des positions trop affirmées. Merci beaucoup, chers amis, à tous les deux. Et on retrouve tout de suite notre bibliothécaire Eva Jacot pour clôturer notre saga Paul Loup Soulitzer.